Depuis la première grande révolution industrielle, l'augmentation rapide des taux de gaz carbonique entraîne de façon exponentielle le réchauffement planétaire. En même temps, on peut constater que bon nombre de nouveaux projets architecturaux ne tirent pas profit des avantages environnementaux et économiques de l'architecture durable en cette période cruciale où les ressources et le temps sont de plus en plus limités. Heureusement, nous avons tous la possibilité de participer à la solution. Par exemple, les futurs propriétaires de maisons peuvent envisager des options écologiques au niveau de leur habitation. Dans l'optique d'une construction éco-responsable, 3 aspects pourraient être pris en considération. Voyons en détail quelques-unes des alternatives qui s'offrent à vous. Je m'appelle Sébastien Jacquet, je suis ingénieur, consultant en bâtiment durable et je suis chargé de cours à l'ETS à Montréal. J'ai fait une maîtrise en génie de l'environnement, puis mon projet de maîtrise portait sur les toits verts. J'enseigne maintenant 2 cours, un cours vraiment sur la conception de bâtiments durables et un autre cours sur la science du bâtiment. Donc moi, ça me motive beaucoup de transférer mon savoir puis d'absorber aussi les nouvelles connaissances que les étudiants peuvent m'apporter. L'architecture durable, pour commencer, le mot durable, ça vient du concept de développement durable, qui est un concept qui date des années 80, où est-ce que on s'est comme aperçu qu'il fallait prendre soin de la planète. Donc le développement durable, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect l'environnement, il y a l'aspect social aussi, il y a l'aspect économique. Donc, si on parle d'architecture durable, c'est une architecture qui va répondre à ces 3 critères-là. Donc, une architecture qui va être respectueuse de l'environnement, mais qui va aussi être socialement acceptable ou qui va plutôt répondre aux besoins sociaux d'un bâtiment, c'est-à-dire répondre vraiment aux besoins des gens et être capable de s'adapter dans l'avenir aux différents besoins des utilisateurs. Puis après ça, le côté économique, où est-ce qu'il faut que le bâtiment soit viable là, économiquement, c'est-à-dire pas trop cher à fabriquer, pas trop cher à entretenir, pas trop cher à utiliser. Tout d'abord, une option de plus en plus considérée est l'intégration d'un toit vert à votre toiture. Cette alternative comporte plusieurs avantages intéressants. Réduction des îlots de chaleur urbains, économie d'énergie sur la climatisation, protection de la membrane du toit, insonorisation, rétention des eaux pluviales, amélioration de la qualité de l'air, aide à la biodiversité et à la culture urbaine, renforcement de la démarche en développement durable et compensation de la perte de services écosystémiques causés par le développement urbain. La première contrainte d'un toit vert, c'est qu'il doit être relativement horizontal. Si vous regardez le bâtiment à l'ETS, on a un des pavillons qui a un toit vert dessus, avec une certaine inclinaison qui est vraiment pas autant inclinée, mettons, qu'un toit de maison résidentielle. Et bien, la première année, toute la terre a descendu jusqu'en bas. Donc, ils ont perdu complètement ce toit vert-là. La deuxième contrainte, c'est que c'est très lourd, de la terre. Est-ce qu'on est capable de soutenir cette charge-là? Si la réponse est non, on doit renforcer le toit. Le toit, lui, il s'appuie sur des murs. Alors, il faut que les murs aussi soient solides. Et ensuite de ça, les murs s'appuient sur la fondation. Il faut que la fondation soit aussi capable de soutenir. Donc, le toit plat, la structure, puis une fois qu'on a validé tout ça, ben là, on peut installer le toit, soit extensif. C'est très, très, très souvent des toits extensifs qu'on installe, là, si c'est des maisons résidentielles. Il y a différentes membranes aussi à installer, la terre, les végétaux. Donc, la facture, honnêtement, ça monte assez vite, là. L'idéal, c'est de concevoir un bâtiment pour qu'à la base, il soit capable de soutenir le toit. Donc, on n'a pas besoin de rénover la structure. La structure est déjà adaptée. Un toit vert extensif nécessite peu d'entretien et un moindre investissement. Les toits extensifs permettent d'avoir vraiment pas beaucoup de terre. Moi, sur mon cabanon, là, je crois que j'ai 12 cm de terre. Donc, ça prend des végétaux qui sont capables de vivre dans très peu de terre. Puis, évidemment, quand il y a très peu de terre sur une toiture en plein soleil, c'est de la terre qui vient rapidement sèche. Ça prend des végétaux qui sont résistants à la sécheresse et qui ont une croissance relativement rapide là, pour que ça recouvre le toit vert, puis qui, en même temps, qui font pas des racines trop profondes. Donc, ça limite beaucoup les choix au Québec avec la température qu'on a, puis le fait qu'on a un hiver qui peut des fois tuer certains végétaux, c'est des végétaux qu'on appelle des sédums, c'est une espèce de plantes grasses mais rampantes, et quelques graminées aussi, comme du gazon, des espèces de plantes un peu plus grandes, un peu plus hautes que les sédums, mais qui sont aussi super résistantes à la sécheresse. Ça pousse bien. J'ai du thym aussi. Je sais qu'on voit ça de plus en plus, l'utilisation du thym dans les plates-bandes ou pour remplacer le gazon, même au Québec. Je dois avouer qu'après le premier hiver, j'en ai perdu une coupe de végétaux. Bien que plus coûteux puisqu'elle nécessite un renforcement de la structure à la base et une grande quantité de terre,
Le toit vert intensif peut accueillir un potager, voire même un aménagement paysager, tout en améliorant l'ensemble des qualités attribuées au toit vert. Ainsi, les toitures végétales visent à augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments. Elles permettent une réduction efficace de la température maximale atteinte, la stabilisation de la variation de cette température et réduisent de plus de 90% l'entrée de chaleur dans le bâtiment. Un autre volet à considérer pour une faible empreinte écologique consiste à viser l'autonomie en matière de climatisation. Pour un budget modeste, l'alternative la plus simple serait la climatisation passive. Elle consiste à configurer et à aménager une habitation en fonction de la période de l'année et de la position du soleil. Par exemple, des fenêtres disposées sur la face sud laisseraient entrer la lumière et la chaleur en hiver, alors qu'en été, l'ajout de volets empêcherait les rayons du soleil de passer par ces fenêtres étant ouvertes pour aérer. Pour les mêmes raisons, planter un feuillu devant la face sud ferait écran au soleil en été, alors qu'en hiver, il laisserait les rayons chauffer l'habitation par les fenêtres. Ces mesures pourraient permettre un gain d'énergie de 15 à 20%. En privilégiant une maison compacte, il est aussi suggéré d'installer un mur végétalisé. Il résiste aux chaleurs de l'été en diminuant la température de la surface d'une dizaine de degrés, tout en filtrant l'air. La géothermie, il faut savoir que dans le monde, c'est pas la même affaire pour tout le monde. OK? Par exemple, en Islande, eux autres, ils ont tellement de chaleur, tellement d'énergie disponible dans le sol, là, leur puits qu'on appelle géothermique, leur zone dans laquelle ils peuvent aller puiser de l'énergie, elle n'est pas très profonde dans le sol. Si on compare, par exemple, ce qu'on a, nous autres, au Québec, pour faire beaucoup d'énergie, on est obligé de creuser très profond, des centaines de mètres, et souvent, on va creuser plusieurs puits. Donc, ça va coûter cher. C'est super intéressant parce qu'une fois qu'on a notre puits géothermique de creuser, ben c'est une énergie qui est disponible 24 heures sur 24. On a toujours cette réserve énergétique qui est pratiquement inépuisable, là. Donc oui, c'est super intéressant, la géothermie. C'est un concept assez simple, puis c'est une énergie renouvelable qui est comme inépuisable, sauf que ça coûte cher, encore une fois, à installer parce qu'il faut creuser très profond. Et ça génère pas forcément assez d'énergie pour dire qu'un bâtiment pourrait fonctionner complètement sur la géothermie. La géothermie sert tant au chauffage qu'à la climatisation de la maison, ainsi qu'à la production de l'eau chaude et au chauffage de la piscine. Moyennant un investissement de 20 à 40 000 $ à l'installation dû aux travaux de forage, elle en coûte environ 1 $ par jour pour le chauffage d'une maison de 2000 pieds carrés et le retour sur l'investissement se fait sur une période d'environ 10 ans. Cependant, cette alternative n'est très rentable que pour les habitations dépassant les 2000 pieds carrés de surface habitable ou lorsque les coûts annuels de chauffage excèdent les 2500 $. La durée de vie moyenne du système est d'environ 50 ans et l'entretien est très facile. Enfin, un autre aspect à prendre en compte serait l'utilisation de matériaux efficaces, durables et écologiques. Au Québec, par exemple, on va essayer de choisir des matériaux qui sont le moins transformés, le plus proche de leur état naturel, les plus locaux possibles. Donc, lorsqu'on dit local et naturel, l'élément qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le bois, qui est une matière qu'on a énormément au Québec. Donc, il faut utiliser ces essences de bois-là, autant pour le revêtement extérieur que pour les revêtements de plancher, que pour même la structure du bâtiment. Au Québec, on a un climat, on a des grands écarts de température au cours d'une année. Et à ce moment-là, on a des bâtiments, peu importe comment ils sont faits, qui vont consommer quand même pas mal d'énergie pour chauffer ou climatiser. L'isolant en bonne quantité, ça permet d'économiser l'énergie ou d'en consommer moins pour le chauffage puis la climatisation. Puis c'est aussi en choisissant des fenêtres qui sont efficaces, donc des fenêtres qui ont un double ou même un triple vitrage qui vont permettre de conserver l'énergie dans notre bâtiment. Par exemple, en plus de son originalité et de son esthétisme, la technique du Shushukiban regroupe ces 3 facteurs déterminants. Ce procédé japonais consiste à brûler le bois pour le protéger de tout ce qui peut l'abîmer. Pour une espérance de vie maximale, qui peut dépasser les 80 ans, le cèdre et le mélèze locaux sont à privilégier. Ce bois, dit yakizugi, pour cèdre brûlé, peut être utilisé comme revêtement ou aménagement extérieur puisqu'il possède toutes les propriétés suivantes. Imperméabilité et résistance à la moisissure, propriété ignifuge, protection contre les insectes nuisibles. Le yakizugi est constitué d'une matière première locale non menacée, renouvelable et biodégradable, et son entretien ne nécessite aucun produit chimique. Sachez qu'il est possible de faire son bois yakizugi soi-même. Il faut alors prévoir 3 semaines. Les planches sont brûlées de chaque côté au chalumeau. À l'aide d'une brosse, les résidus de carbonisation sont retirés, puis le bois est arrosé à l'eau. Et on y applique alors une huile naturelle qui scelle les pores pour une belle finition. L'entretien se fait tous les 15 ans à l'aide de cette même huile. Le bambou, quant à lui, est une alternative intéressante pour ses propriétés intrinsèques, quoique ses impacts socio-écologiques sont controversés. Le transport à lui seul fait perdre à ce matériau tous les avantages de la plante. De plus, cette option écologique à la mode encourage la monoculture et la délocalisation des grandes compagnies vers la Chine et l'Indonésie. Malgré tout, le bambou, en soi,
est un matériau écologique, durable, robuste, esthétique et même plutôt abordable. Les constructions en bambou sont solides par leur légèreté et leur malléabilité qui leur permet de mieux résister aux intempéries et aux tremblements de terre. Aussi, il a une croissance très rapide qui évite l'érosion du sol, transformant par photosynthèse de grandes quantités de gaz carbonique en oxygène. Ce qui convainc les propriétaires, c'est le côté économique, donc c'est le côté argent. Il y a quand même plusieurs propriétaires qui sont sensibles aux enjeux environnementaux. Donc, quand on choisit l'architecture durable, on choisit un bâtiment qui va avoir une durée de vie plus longue, qui va habituellement consommer moins d'énergie, qui va utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement. Donc, ça, c'est des arguments qui vont convaincre souvent des propriétaires qui sont sensibles à l'environnement. On sait tous pertinemment que le prix de l'énergie va juste augmenter avec le temps parce que la demande est toujours plus forte. Le dernier truc qui est très, très intéressant des bâtiments durables, c'est qu'ils sont très confortables. Puis ça, c'est difficile à mettre un prix ou mettre une valeur là-dessus. Le confort, c'est très, très, très subjectif comme notion. En conclusion, pour améliorer la durabilité et de son habitation de façon abordable, il vaut mieux privilégier un toit vert extensif, la climatisation passive et le Shusugiban. Pour optimiser la durabilité et la valeur de son investissement à long terme, vous pourriez opter pour un toit vert intensif, la géothermie et le bambou. L'architecture durable est une option viable qui permet de ralentir le réchauffement climatique en répondant aux besoins de chacun, de par ses avantages écologiques durables et profitables sur le plan économique. C'est relativement récent qu'on s'inquiète de l'environnement, mais là, je pense que tout le monde sur la planète est conscient qu'il y a des changements qui sont en train de se faire sur la planète, puis que l'activité humaine accélère ces changements-là. L'énergie qu'on consomme sur Terre, là, il y en a 40% de ce qu'on consomme qui est dédié au bâtiment. Fait qu'évidemment, l'énergie qu'on consomme, c'est de l'énergie qu'on produit, puis on produit beaucoup d'émanations de gaz à effet de serre en produisant de l'énergie à travers le monde. Fait que si on est capable d'avoir des bâtiments qui consomment moins d'énergie, ben on va avoir un impact direct sur la quantité de gaz à effet de serre qu'on produit, puis éventuellement sur les changements climatiques. Donc, je pense que l'avenir de la construction durable ou de l'architecture durable est très bon. Oui, on peut construire différemment les bâtiments, mais on peut aussi construire différemment les avions, on peut construire différemment les infrastructures comme les routes, les trottoirs. Tout ce qu'on construit, en fait, on devrait toujours avoir en arrière de notre pensée qu'on essaye de faire le moins d'impact sur notre environnement quand on fait ces choses-là. Mais on va très certainement avoir des bâtiments plus respectueux de l'environnement dans un avenir proche puis lointain aussi, j'espère.